Bonjour Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis, je reprends calmement. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue. Vous avez été ministre des Finances de la Grèce de janvier à juillet 2015. Expérience dont vous avez tiré un livre, Conversations entre adultes, dans les coulisses secrètes de l'Europe, paru en 2017 aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes aujourd'hui une figure de la gauche européenne. Vous êtes en France notamment invité par la fête de l'UMA. On en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais commencer avec vous sur ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2018. Il y a 10 ans, jour pour jour, la banque Lehman Brothers faisait faillite, entraînant la plus grave crise économique depuis 1929. Vous êtes un économiste, vous avez été ministre des Finances de votre pays, la Grèce. 10 ans après, estimez-vous que la crise est derrière nous? We are precisely in the same crisis. Nous sommes précisément dans la même crise qui a commencé en 2008. Toute rumeur selon laquelle la crise est terminée et que nous sommes en face d'une nouvelle crise est gravement exagérée. 2008, c'était le 1929 de notre génération. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape où le monde était en 1930, un an après le début de la crise de 29. La raison pour laquelle ça nous a pris 10 ans pour stagner, équivalent de l'année entre 1929 et 1930, c'est la grande différence entre cette période-là et notre période. Les banques centrales ont créé beaucoup d'argent qu'elles utilisent comme un médecin utilise la cortisone pour le stabiliser, sans le guérir. Donc nous avons étendu la crise, nous avons effectivement passé nos économies, on les a gelées sous glace, on a stabilisé la finance, le secteur bancaire, mais la crise fait ses effets néfastes sous la surface, dans la véritable économie, dans la véritable société. Si on a la montée d'un internationalisme nationaliste, mais ça ressemble étrangement à la montée du fascisme dans les années 30, parce que c'est dans les mêmes États et les mêmes erreurs qu'on a fait en 1929. C'est un moment très important dans l'histoire du monde. En 1919, on fait face à quelque chose de très grave avec les élections européennes. Le nationalisme croît, le libéralisme n'a plus d'idées, les propositions d'Emmanuel Macron pour une réforme européenne sont mornées, et c'est pour cela qu'il est important, pas simplement pour la gauche, mais pour les libéraux, pour les conservateurs et pour les féministes, les écologistes, de se réunir, se mettre ensemble et de s'opposer simultanément à la montée du néofascisme et l'incompétence autoritaire de l'establishment. On entendait tout à l'heure dans le journal le vice-président de Lehman Brothers à l'époque qui disait que la prochaine crise économique viendrait de la dette publique et de l'Italie. Vous dites, Yanis Varoufakis, nous sommes encore en crise. Donc il n'y a pas à regarder la crise qui vient. La crise de 2008 est encore très active. Donc ces histoires de dette publique, d'Italie, de savoir d'où ça va venir, ça n'a aucun sens pour vous? Ça montre simplement que les gens de Lehman Brothers n'ont rien appris, même après 10 ans. La menace principale pour l'humanité reste la dette privée, pas la dette publique. Le secteur privé financier, les banques, pas les gouvernements. 2008, c'était un désastre du secteur financier privé, pas celui des gouvernements. Les gens qui ont été sauvés, les banquiers, ont réussi de façon merveilleuse à dépeindre leur propre crise comme étant une crise de l'état du bien-être. Mais le secteur, maintenant, est encore pire. La situation est pire qu'à cette époque-là, qu'en 2008. Oui, certaines banques ont sombré. Mais les banques qui n'étaient pas réglementées, les banques de Londres ont grossi de 3 000 milliards à 48 milliards aujourd'hui, millions de milliards en fait. Quand il y a un système financier tellement instable, peu importe quel est le déclencheur de la crise, ça pourrait être l'Italie et la dette publique italienne. En 2008,
Avant la Grèce ne s'effondre, c'était Dubaï, les Émirats arabes unis. Ce qui est important, c'est la cause. Et l'excuse, le déclencheur n'est ni ici ni là. Mais ce qu'il faut faire, c'est de réformer la finance pour éliminer sa capacité d'affecter grièvement nos sociétés. Vous parlez comme si rien n'avait été fait depuis 10 ans. La finance n'a pas été réformée, on a quand même créé une union bancaire, on a mis en place une supervision unique pour la zone euro. C'est comme si rien n'avait été efficace? C'est pire. Ce qui a été fait a créé un faux sentiment de sécurité. L'union bancaire, par exemple. J'aimerais bien qu'on ait une union bancaire. On n'a pas d'union bancaire. L'Europe est absolument merveilleuse. Dans les proclamations de victoire, en les transformant des défaites en victoires, comme les généraux qui disaient les Visigoths à l'époque romaine, ce qui allait devenir l'Allemagne. Quand ils battaient les Visigoths, ils revenaient à Rome en disant qu'ils avaient triomphé d'eux, alors que c'était faux. L'union bancaire signifie qu'il ne devrait plus y avoir de banque française ou de banque italienne. Il n'y a pas de banque de l'Arizona, par exemple, aux États-Unis, ou une banque de la Californie. Il y a une banque dans l'Union des États-Unis, et donc c'est le FDIC, la Réserve fédérale, qui s'occupe des problèmes bancaires. Ici, on a une union bancaire qui s'appelle comme ça, mais pas en substance. Quand une banque italienne ou une banque espagnole qui ne peut pas faire face à ses dettes, eh bien à ce moment-là, ce sont les États qui aident les banques nationales, mais c'est pas l'union bancaire. Donc, nous n'avons pas d'union bancaire, mais nous proclamons qu'il en existe une. Donc, on s'est permis d'entrer dans un sentiment trompeur qu'on a fait quelque chose, mais on n'a rien fait. Yanis Varoufakis, vous liez manifestement la montée des populismes et des nationalismes un peu partout en Europe à cette crise économique. Est-ce que vous la voyez, cette montée des populismes et des nationalismes, comme une conséquence directe de la crise de 2008? Absolument. De la même manière que Hitler a pu monter en Allemagne en raison de l'inflation extraordinaire après les politiques d'austérité de Brüning, du chancelier Brüning, c'est montée aujourd'hui, la montée du désespoir. Regardez la Grèce mais qui est en Hitler 2010. aujourd'hui? On en a tout un lot. Je ne vais pas personnaliser les choses, mais maintenant, on a un gouvernement en Italie, par exemple, qui, au moins une partie de ce gouvernement, la partie de la Ligue, qui est en train de faire monter la haine contre les étrangers, contre les gitans qui sont là-bas. Ils s'embarquent sur un narratif, un récit anti-européen, rendre la fierté aux Italiens, exactement comme Mussolini l'a fait. Mais je voudrais revenir à ce que je disais précédemment, à la séquence historique. La Grèce a eu la dépression la plus dure et nous avons produit immédiatement un parti nazi très puissant. Une fois que la crise a quitté, ou plutôt que la crise a quitté la Grèce, c'est arrivé en Allemagne, ça a commencé à diminuer les économies des petits bourgeois. Et immédiatement, le parti d'extrême droite allemand, Alternative für Deutschland, est monté en force. Il y a un lien entre récession, dépression et la montée des forces nationalistes qui sont très rapidement en train d'adopter le vieux récit du fascisme. Que faites-vous de la crise migratoire? La Grèce est l'épicentre de la crise, d'une crise économique et d'une crise migratoire. Il n'y a pas d'Union européenne. Ça serait bien s'il y avait une Union européenne.
Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Des dizaines de milliers de migrants ont été enfermés dans des îles grecques. Ils ne peuvent même pas arriver vers le continent grec. On a sacrifié ces âmes. Ils vivent dans des camps de concentration. Nous avons sacrifié les Grecs qui vivent sur ces îles parce que l'opinion refuse d'adopter une politique européenne sur la façon de traiter de quelque chose qui n'aurait pas été un problème pour l'Europe si on avait opéré comme une Union européenne. Si on avait agi comme une Union européenne. Yanis Varoufakis, vous dites qu'il n'y a pas d'Union européenne. Cette semaine, le Parlement européen a voté pour l'ouverture d'une procédure de sanctions contre la Hongrie en raison des menaces qu'elle fait peser sur les valeurs fondamentales de l'Union. Vous ne pensez pas là qu'il y a une bonne chose et qu'il y a la preuve qu'il y a quand même de temps en temps une Union européenne? C'est une bonne chose. But it's not going to go anywhere. Mais ça n'ira nulle part. Because the next step parce que l'étape suivante, ça sera défait par le gouvernement polonais. Et si on essaye les mêmes arguments contre la Pologne, eh bien, ça sera défait par la Hongrie. Et pendant ce temps-là, Matteo Salvini va de l'avant avec son gouvernement. Ce processus d'empêcher toute façon sérieuse de punir les écarts, eh bien ça ne mène nulle part. Mercredi, dans son discours sur l'état de l'Union, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a parlé de votre pays, la Grèce. Et il a dit ceci: la Grèce, après des années douloureuses, a réussi à se remettre sur pied. Je salue une fois de plus les efforts herculéens du peuple grec, efforts que les autres Européens continuent à sous-estimer. Et le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a écrit sur son blog que c'était la fin de l'Odyssée d'Ulysse. De fait, la Grèce est sortie de la tutelle européenne le 20 août. Comment va la Grèce aujourd'hui? En tant que démocrate, je ne refuserai jamais aux gens le droit de s'humilier eux-mêmes avec des déclarations telles que celle-là. Pourquoi dites-vous cela? Ils ont dit sur la Grèce. Je vais donner quelques chiffres. Une famille sur deux n'a personne qui travaille. 33% de ceux qui travaillent gagnent moins de 384 € par mois. Le chômage a baissé de 27 à 20%. Mais on devrait être très malheureux de ça. Parce que la raison pour laquelle c'est tombé, c'est qu'on perd 10 à 15 000 jeunes gens, jeunes femmes par l'émigration. Ils quittent la Grèce. Il n'y a rien à célébrer ici. Et n'importe qui comme Moscovici ou Juncker qui célèbre ce genre de choses, il crée une image très très sombre pour l'Europe. Ils ont échoué de façon spectaculaire. Leur façon de traiter la crise grecque va rester dans l'histoire comme l'échec le plus spectaculaire pour la façon de traiter une crise économique majeure. Donc, ils ajoutent l'insulte à la blessure en célébrant leur propre incapacité à gérer une crise qui était inévitable étant donné la mauvaise conception de l'Europe. Ils nous mentent. Ils nous mentent sur l'état de la Grèce aujourd'hui. Monsieur Juncker lui-même, je vais le citer mot à mot, a dit si on veut que les choses se fassent, il faut mentir. C'est ce qu'il a dit lui-même. Yanis Varoufakis est notre invité ce matin. Restez avec nous, Yanis Varoufakis. Il est 8h30 sur France Culture. On vous retrouve après quelques minutes. C'est la revue de presse de Natacha Triou dans un instant. France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet. Bonjour à vous, Natacha Triou. Je vous laisse boire un peu d'eau avant de commencer. Bonjour Caroline. Les 35e journées européennes du patrimoine démarrent aujourd'hui. On le saura. La Croix fait sa une sur l'amour des Français pour le patrimoine et consacre 5 pages sur les monuments à visiter. Tandis que le Figaro, qui consacre également sa une et un supplément, mais avec un titre un peu plus inquiet. Oui, le titre « Journée du patrimoine, péril en la demeure » est une première page donc toute teintée d'inquiétude. Le quotidien revient sur le projet de loi Élan porté par le ministre de la Cohésion des Territoires. Le texte a pour ambition d'accélérer
permet la construction de logements neufs, mais problème, l'article 15 contredit le pouvoir des architectes des bâtiments de France. L'article cite Stéphane Bern, sans eux, le Marais n'existerait plus. Ce sont eux qui veillent sur les 43 000 monuments historiques et sur les permis de construire ou de démolir. Avec cette loi, leur rôle ne sera plus que consultatif, autrement dit sans grand poids. C'est donc une remise en cause de la loi Malraux de 62 pour protéger le patrimoine national. Et comme ce texte devrait être adopté mercredi prochain, pour le Figaro, cette fête du patrimoine, ce week-end a surtout une saveur de défaite. Autre chantier dans l'actualité politique qui va sans doute intéresser notre invité, le plan pauvreté d'Emmanuel Macron dévoilé jeudi dernier, une annonce examinée de près par les journalistes du Monde. Avec l'article intitulé « Un plan pauvreté pour rééquilibrer le quinquennat de Macron », décryptage du repositionnement politique de l'Élysée et analyse de son plan de communication. D'un point de vue symbolique, comme pour mieux insister sur l'aspect prioritaire de cette mesure, le président est venu en personne présenter ce programme. Autre symbole pointé, le décor, le musée de l'homme à Paris, un lieu dédié à l'évolution des sociétés. Alors sur le contenu, cette lutte contre la précarité se fait sur 3 axes. L'action pour la petite enfance, l'accompagnement au retour à l'emploi et la simplification du système de protection sociale. Mais en rappelant l'impopularité du président dans les sondages, l'article souligne son ambition, celle d'une reconquête de l'opinion. Emmanuel Macron veut se départir de cette image du président des riches, je cite, « Le fiasco de la vidéo où il fulminait contre le pognon de dingue consacré aux minima sociaux est évoqué. Si la question d'un authentique rééquilibrage à gauche reste en suspens, la volonté de créer l'image d'un pouvoir moins indifférent à la question sociale ne fait aucun doute. » Je vais vous interrompre une seconde puisque je vois qu'effectivement Yanis Varoufakis s'est intéressé par cette question du plan pauvreté présenté par Emmanuel Macron. Une réaction à ce que vous avez entendu à propos de ce plan ? Est-il suffisant pour vous ? Je suis très heureux qu'Emmanuel Macron ait à la fin des fins rééquilibré sa politique, ou tente de le faire, lutter contre la pauvreté. Mais il a un problème grave. C'est un problème objectif. C'est pas une polémique, c'est un fait. Il a un engagement de réduire le déficit de l'État français. Il a déjà réduit les impôts en faveur des riches. Son espoir était que le gâteau s'accroîtrait, ça créerait les marges nécessaires pour pouvoir avoir des fonds pour lutter contre la pauvreté. Mais ça ne se produit pas. Le taux de croissance sera beaucoup plus faible que ce qu'il espérait. Et même s'il était plus élevé, le gouvernement national n'a pas suffisamment de budget pour pouvoir budgéter suffisamment ces très bonnes idées de lutte contre la pauvreté. Il le sait très bien. La seule façon au sein de la zone euro, pas seulement pour la France, pour l'Italie, pour la Grèce, pour l'Espagne, même pour l'Allemagne, pour véritablement s'attaquer à la pauvreté, c'est en utilisant les ressources de l'eurozone. Mais ces propositions pour le faire, qui étaient très bonnes au départ, ont été totalement noyées par Angela Merkel et l'incapacité du gouvernement fédéral de les considérer sérieusement. C'est vraiment le grave problème de Emmanuel Macron. Il le comprend, mais il est dans l'impasse. Allez, suite et fin de la revue de presse par Natacha Triou. Paru mercredi dernier, Natacha, l'hebdomadaire Le 1 consacre tout un dossier sur le plastique dans notre société et sur comment s'en affranchir. Il se trouve que notre invité propose une Europe solidaire et écologique. Là aussi, je pense que ça va l'intéresser. Alors dans le journal Le 1, ce journal s'ouvre avec une reprise d'Elmer Footbeat et titre « Le plastique n'est plus fantastique ». En double page, l'entretien avec Nathalie Gontard, ingénieure et directrice de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Dans un premier temps, elle rappelle l'omniprésence du plastique dans nos vies. Avec 300 millions de tonnes produits chaque année, on le trouve partout, de l'aéronautique à l'automobile, jusque dans nos frigos ou dans nos crèmes de jour. Notre société connaît une forme d'addiction au plastique, dit-elle. L'emploi du terme addiction n'est pas anodin. Il suggère que le plastique n'est pas indispensable et surtout qu'il est toxique. Car s'il est peu coûteux à la production, son coût environnemental est élevé. Il représente le gros
gros de nos ordures ménagères et on apprend dans cet entretien que nous consommons et jetons chaque année l'équivalent de notre poids corporel. Oui, alors ça dépend sans doute combien on pèse, mais bon. L'interview aborde également la question du recyclage. Qui dit plastique dit déchets. Donc à la promesse gouvernementale du 100% de plastique recyclé en 2025, la chercheuse répond que le recyclage intégral est un leurre. Ces discours ne font que retarder la vraie urgence, celle de réduire notre consommation. Elle rappelle que la recherche pour des matériaux alternatifs totalement biodégradables est encouragée financièrement par l'Europe et que cela représente aussi de nouveaux enjeux pour les industriels de l'agroalimentaire. Puis Nathalie Gontard souligne que les techniques d'emballage et de transport traditionnelles ont été quasi oubliées. Pour finir, le journal complète ce dossier avec un témoignage, celui d'une blogueuse qui a fait le pari du zéro plastique dans sa vie. Et contrairement aux idées reçues, selon lesquelles un quotidien écologique coûterait plus cher, l'expérience est avérée au contraire très économe. Merci Natacha Trioua. Dans quelques minutes pour l'idée culture, Yanis Varoufakis lutte contre le plastique, lutte contre la pauvreté. Pour reprendre votre analogie avec les années 30, n'est-il pas temps de proposer un New Deal vert? It is time to propose a New Deal. C'est le moment de proposer une nouvelle donne, un New Deal comme Franklin Roosevelt l'a fait. Mais il faut vraiment aller au fond des choses. Quand on regarde le défi écologique, nous sommes maintenant dans une situation qui est très proche de celle qui rend la planète qui ne puisse plus continuer comme précédemment. La lutte contre le plastique et la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté doivent être combinées. C'est pas très difficile à imaginer. Je vais parler pendant un instant comme économiste. En Europe, ce dont on a besoin, c'est une somme importante à être investie, la moitié d'1 trillion d'euros pour être investi dans la transition verte. C'est pas énormément d'argent finalement, parce que vous savez combien il y a d'argent dans les comptes bancaires en Europe qui ne fait rien? 2,5 trillions. Donc l'argent est là. Les gens qui possèdent cet argent ont trop peur de l'investir dans des emplois de bonne qualité parce qu'ils ont trop peur qu'il n'y aura pas suffisamment de demande parce que les gens n'ont pas d'argent pour acheter les objets de bonne qualité. Au lieu d'acheter des verres en plastique, acheter des verres en verre, par exemple. Nous avons ici un échec énorme. On a de l'argent qui voudrait être investi et construire de bonnes choses dont on a besoin avec des gens qui voudraient que ça se produise et qui ne le font pas. C'est un problème de coordination. Et ça, c'est un problème, un échec politique. L'échec principal en Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a un échec du système politique à créer un rééquilibrage entre l'économie et les technologies vertes. Échec de la politique, échec de la gauche. Quand même, Yanis Varoufakis. Vous vous engagez aux côtés de Benoît Hamon pour les élections européennes. Vous avez lancé ensemble une plateforme électorale que vous avez baptisée Printemps européen. Vous proposez un programme assez précis dont vous nous donnez quelques lignes là pour renverser la donne. Mais la gauche n'est-elle pas aussi responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Absolument. Mais absolument. La gauche est un énorme échec. On est en échec depuis 150 ans. Pensez aux années 30 dont on parlait. C'était notre défaite. Le résultat des guerres entre nous, communistes, sociodémocrates, qui a mené au triomphe du fascisme à nouveau. Après 2008, la crise que nous avons laissée prédisait toujours, était toujours prédite, mais on n'a pas su en tirer un avantage politique. Après 1991, la chute du mur nous a laissé pantois parce que on avait un sentiment de honte et de culpabilité auto-infligée à la suite de la révélation du goulag et sur tout le monde. Donc nous sommes effectivement dans une situation d'échec, mais dans le même temps, l'espoir doit venir de la gauche, pas seulement de la gauche. C'est pour ça que nous croyons, et c'est tout l'intérêt de ce printemps européen, d'une nouvelle donne qui rassemblera marxistes, libéraux, progressistes, en commun,
dans un programme commun, avec des réponses extrêmement spécifiques. Les gens s'en fichent de la gauche, des partis. Ils en ont assez du système politique, mais ils veulent savoir ce que nous allons faire avec la dette privée, avec la dette publique, la pauvreté, avec le faible taux d'investissement dans la transformation verte. C'est ce que dit Benoît Hamon. Comment est-ce qu'on va le faire ensemble? Notre mouvement M25 a mis en avant certaines propositions sur ce qui doit être fait demain matin, immédiatement. Et Benoît Hamon a été un des hommes politiques qui a dit « Eh bien, parlons-en. Nous sommes ouverts à tous qui voudraient discuter de solutions pratiques à des problèmes pratiques. » Et c'est ce que fait le Printemps européen. On n'est pas intéressé par être élu. On veut mettre nos idées en avant, un agenda, un ordre du jour global qui va infuser et enthousiasmer les électeurs qui en ont assez des petits jeux politiques. Malgré tout, la question se pose pour vous, Yanis Varoufakis. Pourquoi Benoît Hamon, qui était proche des sociaux-démocrates que vous épinglez dans votre livre, Michel Sapin, Pierre Moscovici, ou l'allemand même Sigmar Gabriel, n'ont pas vos faveurs? Pourquoi plus Benoît Hamon que, je ne sais pas, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi faire ce printemps européen avec la gauche socialiste, issue des sociaux-démocrates et pas de la gauche radicale? À DiEM25, nous sommes des européanistes convaincus et radicaux. On a parlé de l'écologie il y a quelques instants. Nous pensons que le problème des banques, de la pauvreté, de la dette publique est un petit peu comme le changement climatique. Que faut-il faire au sujet du changement climatique? Faut-il agir personnellement, individuellement, localement? Mais si on n'agit pas globalement au niveau européen au moins, il n'y aura aucune réussite, aucun succès. Même chose en ce qui concerne les 4 crises qui détruisent notre société et qui font place pour la montée des extrémismes nationalistes. On a besoin d'une solution européenne. Vous avez mentionné Jean-Luc Mélenchon et d'autres camarades en France de la gauche. Nous avons une différence fondamentale. Nous croyons que, quelle que soit l'horreur de cette Union européenne, et je suis la dernière personne à défendre la façon dont l'Union européenne se comporte, mais nous ne voulons pas la voir se désintégrer. Nous voulons qu'elle réforme ses institutions et qu'elle les mette au travail. C'est ce qui nous unit avec Benoît Hamon. Et il faut arrêter en termes d'individus, de personnalités. On a un dialogue en cours avec Benoît Hamon et le reste des partenaires du Printemps européen. Toute personne qui veut nous parler des banques, de la pauvreté, parlons-en. Construisons un programme commun et allons de l'avant. Malgré tout, Yanis Varoufakis, ce qui marche auprès des populations en ce moment, ça n'est pas la gauche, ça n'est pas le discours que vous mettez en avant, c'est le populisme de droite, d'extrême droite, même pour être plus précis, c'est le nationalisme. Qu'est-ce qui manque à la gauche pour gagner les suffrages? Nous n'avons pas réussi pour l'instant regarder les gens dans les yeux, des gens qui sont inquiets pour leurs enfants, comment mettre de la nourriture sur la table, inquiets du fait que les hôpitaux ne pourront pas leur fournir les traitements nécessaires. On n'a pas réussi à les regarder dans les yeux et dire voilà ce qu'on peut faire demain matin en utilisant les institutions existantes, si vous dites aux gens, comme la gauche le dit d'habitude. On va créer le socialisme et tout sera fantastique. Les gens décrochent. Mais si vous leur dites, on a une banque d'investissement européenne, avec ses règles, une banque centrale, avec ses règles, un mécanisme de stabilité, on peut redéployer cela, avec leurs propres règles, demain matin, pas dans 50 ans. Et ça va changer votre vie de façon A, B, C ou D. Et soudain, ils vont se rendre compte qu'ils font face à un mouvement politique qui a de la rationalité, et une vision sociale qui a du sens. C'est la seule réponse au racisme et pour le désespoir. C'est ce que vous allez défendre à la fête de l'UMA tout à l'heure, lors d'un débat que vous mènerez avec Benoît Hamon sur l'Europe écologique et solidaire. On arrive au terme de cette conversation et à propos justement de conversation, je voudrais vous demander, Yanis Varoufakis, par rapport à votre livre, où en êtes-vous aujourd'hui? Votre livre s'intitulait « Conversation entre adultes ».
Il a paru l'année dernière, c'était une plongée dans les coulisses secrètes de l'Union européenne. Il se voulait également un vibrant appel à renouveler la démocratie européenne avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'il est encore temps, aujourd'hui, en 2018, à 8 mois des élections européennes? As long as we breathe, aussi longtemps que nous respirons, et que nous sommes vivants, et que nous nous réveillons le matin, et que nous avons de l'espoir contre toute preuve du contraire, eh bien il est toujours temps. La démocratie est une fleur très fragile, très facile à écraser. Elle a été écrasée à plusieurs reprises, mais en même temps, c'est la seule alternative à une fragmentation et une détérioration que nous ne méritons pas. Alors soyons optimistes, sans preuve que le bien va se produire, parce que si on réussit à ressusciter l'espoir, alors les bonnes choses peuvent se produire. C'est en cours de réalisation, l'adaptation par Costa-Gavras de ce livre. Si je ne m'abuse, Costa-Gavras, le réalisateur, est en train d'adapter ce livre au cinéma. J'ai lu le scénario, je trouvais qu'il était fabuleux, sa création, et le tournage commence en février à Paris. Vous restez avec nous, Yanis Varoufakis, on arrive au terme de cet entretien, mais pas au terme de l'émission, il nous reste un quart d'heure. Restez avec nous, dernier quart d'heure des matins du samedi, 8h46. Et 8h46, c'est d'abord l'heure de l'idée culture. Avec vous, Natacha Triou, chaque samedi, une personnalité du monde des idées nous confie son choix d'une œuvre artistique qu'il a particulièrement marquée dans sa vie. Aujourd'hui, c'est un économiste. Je pense que l'économiste avec nous, Yanis Varoufakis, va avoir les oreilles toutes ouvertes et toutes oui pour écouter l'homme que vous avez rencontré. Oui, on écoute aujourd'hui l'idée culture de Daniel Cohen. Depuis les années 80, l'économiste examine la montée des inégalités. Il vient tout juste de publier aux éditions Albin Michel l'ouvrage « Il faut dire que les temps ont changé », chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. Il était l'invité des matins jeudi et à cette occasion, nous lui avons donc demandé de parler d'une œuvre qui l'a touché en particulier. Daniel Cohen a choisi de nous parler d'un livre. Il y a évidemment beaucoup de livres qui me viennent à l'esprit, mais ayant eu le plaisir de voir en avant-première le film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, j'ai vu dans ce thème des deux frères quelque chose de très profond qui m'a fait penser à un livre que j'ai trouvé magnifique quand je l'avais lu, qui s'appelle Brothers, du chinois Yu Hua, et qui est une extraordinaire fresque qui nous fait passer de la révolution culturelle à la révolution capitalistique qu'a connue la Chine à travers le destin de ces deux frères. L'un qui est rêveur, idéaliste, généreux, et l'autre qui est opportuniste, teigneux. Et c'est évidemment le frère rêveur qui meurt, qui ne trouve pas sa place dans la nouvelle société, et c'est le frère opportuniste qui réussit. Mais ce qui est très beau et très touchant dans cette histoire, qui en répète beaucoup d'autres, c'est qu'évidemment c'est le frère teigneux qui survit, qui porte le poids de la disparition de son frère et qui comprend quand son frère disparaît à quel point l'unité de son être est brisée. Et ce que je trouve merveilleux dans cette histoire, qui nous fait traverser de manière balsacienne toutes les transformations de la société chinoise, c'est que on retrouve ces thèmes éternels. On y retrouve aussi toutes les métaphores dont parle René Girard sur la violence, qui pour Girard est toujours liée à deux frères qui se tuent, Caïn et Abel, Romulus et Rémus, et tous les frères célèbres, Isaac et Ésaü, auxquels on peut penser dans l'histoire et dans la Bible. Et on voit bien aujourd'hui l'importance de faire revivre ces mythes, parce que nous voulons comprendre la violence qui traverse nos sociétés, la difficulté d'être frère, parce que c'est bien exactement de cela dont il s'agit aujourd'hui. Ça m'a bouleversé en n'ayant aucun sentiment haineux vis-à-vis de mon frère. Alors, le livre de Yu Hua est bouleversant. C'est immédiatement un livre qui renoue avec ces grands romans qui vous donnent le plaisir de la lecture, parce que tous les récits, tous les fils du lien entre ces deux frères sont décrits dans toute la dimension psychologique possible, et en même temps, ils se situent dans cette immense période de transformation de la Chine qui fait comprendre aussi la Chine. Brothers est un livre qui vous laisse sans répit. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à le lire, vous pouvez pas arrêter.
c'est un livre qui vous redonne confiance dans le roman, c'est-à-dire qui vous redonne confiance dans cette capacité qu'a le roman d'être au fond le relais de la philosophie en un certain sens, en ce qu'il vous permet de comprendre l'âme humaine, mais aussi de la sociologie et de l'histoire, en ce qu'il peut vous entraîner aussi dans la compréhension des ressorts d'une société et de la manière dont les passions humaines, au fond, sont captées, utilisées par la société et dont la société les modèle aussi. L'idée culture de l'économiste Daniel Cohen. Yanis Varoufakis, pendant les 5 mois où vous étiez au ministère des Finances de la Grèce en 2015, vu de France en tout cas, on vous présentait beaucoup avec Alexis Tsipras comme le frère, le double. Vous étiez comme dans une relation fraternelle. Est-ce que si je poursuis la métaphore du livre Brothers dont nous parlait Daniel Cohen, vous vous voyez comme le frère rêveur et lui, Tsipras, comme le pragmatique, mais auquel cas il aurait réussi aujourd'hui et pas vous? I consider myself to have been the pragmatic brother. Non, je me considère moi-même comme étant le pragmatique. Parce qu'il n'y a rien de pragmatique dans faire durer une banqueroute en pensant qu'on pourra la surmonter. On n'est pas dans la magie. Mais puisque vous mentionnez Daniel Cohen, il était plus proche de moi que de Tsipras. Même si on a beaucoup à voir, immédiatement après être allé dans ce ministère, Daniel et son équipe sont venus me voir et ils m'ont proposé leurs services. Ils ont travaillé avec moi pour rien, gratuitement. Ce qui est très intéressant parce que 2 ans avant, ils avaient travaillé avec le gouvernement précédent en faisant des choses horribles. Ils ont participé au crime. Et ils ont eu vraiment un très mauvais sentiment à ce sujet. Et Daniel était très clair, il m'a dit, on a participé à quelque chose dans lequel on n'aurait pas dû mettre les doigts. Et on se sent vraiment très coupable et on voudrait vous aider. Et ils ont fait un travail remarquable. Leur proposition pour la restructuration de la dette grecque que Daniel et moi et d'autres des États-Unis sur lesquels nous avons travaillé était superbe sur le plan technique. Et avoir Lazare et Daniel travailler avec moi pour rien. C'était très très difficile de convaincre le public que ces gens travaillaient gratuitement. Parce que bon, ils sont pas connus pour leur philanthropie en tant que banquiers. Donc c'est une façon d'amener ensemble ces 2 livres que vous présentez, ou les 2 choses que vous présentez ce matin dans votre programme.